Quand vous imaginez un gangster de l'époque de la Prohibition, vous pensez probablement aux mitraillettes Thompson, aux costumes à rayures et aux guerres de territoire brutales. Mais, et si je vous disais que le plus fascinant chez ces hommes n'étaient pas les crimes qu'ils commettaient, mais les habitudes absolument bizarres, incroyablement stupides et carrément étranges qu'ils avaient en coulisses? Nous allons dévoiler les 33 habitudes de gangsters les plus étranges qui prouvent que les hommes les plus craints de l'histoire étaient aussi parmi les plus ridicules. 1. Alors, vous pensez que la prison est censée être une punition? C'est mignon. Pour les gangsters de haut niveau, être condamné était moins comme aller en prison et plus comme s'enregistrer dans un complexe hôtelier tout compris, lourdement fortifié, où les gardiens étaient leurs majordomes. Ils avaient l'habitude de transformer leurs cellules en appartements de luxe qui feraient Mark pleurer d'envie, un agent immobilier de Manhattan. La cellule d'Al Capone, par exemple, ressemblait moins à une prison et plus au bureau d'un grand-père riche après avoir gagné à la loterie. On parle de tapis moelleux, de fauteuils élégants et d'une radio qui coûtait plus cher que la voiture du directeur de prison. Ils se faisaient livrer des dîners de steaks gastronomiques, fumaient les meilleurs cigares et dirigeaient en fait leurs empires criminels via un service de messagerie bien rémunéré composé de gardiens de prison. C'est l'ultime coup de force. Vous n'êtes pas seulement au-dessus des lois, vous redécorez sa salle d'attente et faites en sorte que ses employés vous apportent des pantoufles. 2. Certains gangsters avaient un talent pour la mesquinerie qui aurait pu remporter l'or olympique. Comme cette étrange habitude d'envoyer des fleurs aux funérailles de personnes qu'ils détestaient absolument. Mais pas n'importe quelle fleur. On parle d'explosions florales gigantesques, démesurées, qui hurlaient « Désolé pour votre perte, et au fait, j'y suis peut-être pour quelque chose ». Un type a envoyé un arrangement de 1,80 mètres de haut en forme de majeur fait de rose. Un autre a envoyé des orchidées et plants. Il aurait dû esquiver. Ce n'était pas de la sympathie. C'était du trollage de gangsters avec des pétales. Imaginez le pauvre entrepreneur de pompes funèbres, essayant de placer un bouquet qui semblait provenir d'un mariage à thème mafieux qui aurait mal tourné. Et le meilleur dans tout ça? Ces types signaient les cartes. Aucun mystère, aucune subtilité. Juste une moquerie pure et glorieuse, enveloppée de gypsophiles et d'agressions passives. 3. Imaginez ceci. Un groupe de types nommés Knuckles, Frankie 2 fois et Jimmy Labelette, dont l'idée de la culture est de savoir quel pistolet fait le plus de bruit, sont forcés d'assister à un opéra de 3 heures. Ce n'était pas une blague. C'était une sortie d'entreprise obligatoire pour certaines familles de la mafia. Les patrons, désespérés de paraître sophistiqués, avaient l'habitude de traîner leurs gros bras à l'opéra pour absorber un peu de classe. On peut les imaginer suant dans leur smoking, gigotant et essayant d'avoir l'air profondément ému par un dos aigu, tout en pensant au type qu'ils devaient nous descendre après le spectacle. On peut presque entendre le patron murmurer « Ayez l'air fasciné par Puccini ou vous allez être la fin tragique de cet opéra ». C'était la tentative de rebranding la plus maladroite et la plus douloureuse de l'histoire. 4. On pourrait penser que des hommes qui ont bâti des empires sur une logique froide et implacable feraient confiance à leur propre jugement, n'est-ce pas? Non. Ils avaient une étrange habitude d'externaliser leurs décisions commerciales les plus critiques à des voyants et des diseurs de bonne aventure. Oubliez les analystes de Wall Street. Ces types avaient Madame Olga en appel rapide. On parle de tueurs impitoyables, assis dans une pièce faiblement éclairée, demandant sérieusement à une femme avec une boule de cristal si les étoiles sont alignées pour une fusillade en voiture. Madame Zora, devrais-je investir dans cette distillerie illégale ou Mercure rétrograde va-t-il gâcher mes marges bénéficiaires? Ces hommes ne feraient pas confiance à leur propre mère pour l'emplacement de leur butin secret, mais ils parieraient toute leur opération sur une lecture de cartes de tarot. C'est un niveau de paranoïa stupéfiant qui prouve qu'au fond, ils savaient que leur vie n'était qu'un mardi malchanceux et aléatoire de la catastrophe. 5. La vanité des gangsters était sans limite, et ils avaient l'habitude de mettre leurs initiales sur tout. Chemise en soie, voiture de luxe bien sûr, mais le vrai coup d'éclat? Faire monogrammer leurs armes. C'est exact. Ils payaient un supplément pour faire graver élégamment leurs initiales sur la poignée en nacre du pistolet qu'ils allaient utiliser pour commettre un crime.
C'est un niveau d'audace du genre « tiens ma bière » qui est tout simplement époustouflant. Ce n'est pas seulement commettre un crime, c'est le signer. C'est comme un braqueur de banque qui gribouille son nom complet sur la porte du coffre-fort. Cela va complètement à l'encontre du but d'être un criminel, mais c'était l'ultime coup de force narcissique. Le message n'était pas seulement « tu es mort », c'était « tu as été tué par quelqu'un de goût » et au jugement très discutable. 6. La voiture d'un gangster n'était pas juste une voiture, c'était une chambre forte roulante avec un moteur V8. Ils avaient l'habitude de faire construire leur Cadillac sur mesure pour en faire des forteresses mobiles. On parle de vitres pare-balles si épaisses qu'on pouvait à peine voir à travers, de plaques de blindage en acier dans les portières et de plus de compartiments secrets que la veste d'un magicien. Il y avait des fentes cachées voilà pour des pistolets mitrailleurs Thompson, des panneaux rabattables pour tirer vers l'arrière et parfois même des distributeurs de nappes d'huile. Ce n'était pas « Pimp My Ride », c'était « Pimp My Corbillard à l'avance ». La célèbre Cadillac d'Al Capone était peinte du même vert que les voitures de police, juste pour ajouter une couche supplémentaire de confusion et de menaces pures et simples. C'était la déclaration ultime. Vous pouvez essayer de me tuer, mais j'ai déjà dépensé une fortune pour vous rendre la tâche vraiment difficile. 7. La première règle pour un criminel est de rester discret. Ces gars ont pris ce livre de règles, y ont mis le feu, et s'en sont servis pour allumer leurs cigares au milieu de la boîte de nuit la plus chic de la ville. Ils avaient l'habitude d'être ridiculement publics. Ils ne se cachaient pas dans un entrepôt sordide. Ils étaient au premier rang des plus grands matchs de boxe, tenaient en la cour aux meilleures tables des restaurants les plus populaires, et leurs photos paraissaient dans les journaux avec des politiciens souriants. C'était la stratégie de se cacher à la vue de tous. On ne peut pas être considéré comme un simple voyou si l'on côtoie constamment des juges et des stars de cinéma. C'était une démonstration de pouvoir défiante et provocatrice qui criait aux flics et à leurs rivaux. « Je suis le personnage principal de cette ville. Vous ne faites tous que vivre dans mon monde. » 8. Al Capone, l'homme qui a donné à Chicago son doctorat en meurtre et en chaos, avait une activité secondaire très étrange. Il était obsédé par le lait. Non, sérieusement. Apparemment, un membre de sa famille était tombé malade à cause de lait avarié. Et Capone l'avait pris personnellement. Alors, il a acheté une laiterie et est devenu le défenseur de la santé publique le plus terrifiant de l'histoire. Il a persuadé la ville d'apposer des dates de péremption sur chaque bouteille de lait. Pouvez-vous seulement imaginer cette conversation? Écoutez, monsieur le maire, la santé publique est très importante pour moi. Si vous n'adoptez pas cette loi sur la sécurité du lait, votre propre santé pourrait expirer. Il a utilisé ces tactiques de gangster habituelles pour écraser toute concurrence, créant un monopole laitier basé sur les menaces. Il rendait littéralement des enfants orphelins d'une main, et de l'autre, s'assurait que leur lait du petit déjeuner était sûr et plein de calcium. Cet homme était une contradiction ambulante, parlante et meurtrière. 9. Quand on mène une vie de violence et de péché constant, on pourrait commencer à penser à son CV éternel à mesure que la fin approche. Le gangster Dutch Schultz a poussé cela à un extrême vraiment bizarre. Alors qu'il gisait mourant dans un lit d'hôpital, criblé de balles d'un gang rival, il a fait un effort frénétique et de dernière minute pour se réconcilier avec le grand patron. Il a exigé qu'un prêtre soit amené à son chevet pour un baptême d'urgence. Tout cela de la part d'un homme qui a passé sa vie à extorquer, à assassiner et probablement à racketter l'église locale pour de l'argent de protection. Ce fut la conversion religieuse la plus maladroite de l'histoire. S'agissait-il d'un moment de véritable repentir? Ou était-ce juste le coup de désespoir ultime, une tentative désespérée de trouver une faille dans le commandement « Tu ne tueras point » Quoi qu'il en soit, il tentait de se couvrir auprès de Dieu à la toute dernière seconde. 10. L'hypocrisie de ces hommes était légendaire, surtout à la maison. De nombreux parrains de la mafia cultivaient l'habitude d'être des pères absurdement stricts, imposant une version étrange et de pères de famille des années 1950 vus à la télévision. Leurs journées pouvaient être remplies de fusillades, d'extorsions et de corps jetés dans la rivière, mais quand ils rentraient chez eux, c'était une autre histoire.
Junior, qu'est-ce que j'ai dit à propos des gros mots à table? Maintenant, passe la sauce avant que je ne doive aller à une réunion d'affaires que ta mère n'approuverait pas. Pouvez-vous imaginer recevoir une leçon de moralité d'un homme qui a plus de sang sur les mains qu'un chirurgien maladroit? C'était une tentative illusoire de bâtir un mur entre leur vie professionnelle monstrueuse et une vie de famille pure et idéalisée, le tout sous le même toit. La dissonance cognitive est tout simplement stupéfiante. 11. Quand les gangsters avaient des problèmes, ils ne criaient ni pas et ne tiraient pas d'abord. Non, ils réservaient une table. Bienvenue au sit-down, la version préférée de la mafia pour une réunion d'affaires, mais avec plus d'espresso et une menace légèrement plus élevée d'être jeté dans une rivière. Ces réunions étaient sérieuses. Il y avait des règles, pas de cris, pas d'interruption, et absolument pas d'armes sur la table, à moins qu'elles ne soient assorties à votre costume. Ils se réunissaient à l'arrière d'un restaurant, sirotant de petits cafés, et discutaient calmement de choses comme qui allait gérer les jeux de dés illégaux sur la 43e rue. Tony, avec tout le respect que je vous dois, vos gars empiètent coin sur mon territoire. Et aussi, vos linguines étaient peut-être trop cuites. Ces discussions pouvaient durer des heures. Et après? Ils se serraient tous dans les bras comme des paires de joueurs de foot après un match tendu. C'était le parrain qui rencontre le brunch du dimanche. 12. Les gangsters comprenaient vraiment le pouvoir de l'influence douce et ils avaient l'habitude d'être des pourboireurs ridiculement généreux. Al Capone était célèbre pour distribuer des billets de $100 aux serveurs, aux vestiaires et à quiconque lui rendait un petit service. Dans les années 1920, c'était comme donner un pourboire à votre barista avec une voiture flambant neuve. Il ne s'agissait pas seulement d'exhiber sa richesse, même s'il adorait le faire. C'était un investissement stratégique. C'était de l'intimidation enveloppée dans une couche de charme. Cela achetait la loyauté, assurait le silence et construisait une réputation d'homme du peuple généreux. Car si le serveur l'aimait, c'était parfait. Mais s'il le détestait, il ne pouvait toujours pas se permettre de renverser son café. On ne servait pas seulement un gangster. On était sur sa liste de paix, qu'on le veuille ou non. 13. Le monde criminel était étonnamment tribal. Et certaines rancunes étaient tout simplement néfastes pour les affaires. George Bugs Moran, un grand rival irlando-américain de la bande italienne d'Al Capone à Chicago, avait l'habitude fanatique et autodestructrice de haïr et de se méfier des gangsters italiens. Il a notoirement refusé de travailler avec eux, même lorsque cela aurait été stratégiquement brillant. Son préjugé profondément enraciné a finalement contribué à sa chute, car il a limité ses alliances et a fait de lui une cible facile pour le syndicat italien, plus organisé et coopératif. Il s'avère que le racisme n'est pas seulement moralement failli, c'est aussi une terrible stratégie commerciale. Pendant que Capone bâtissait un empire criminel diversifié et multiculturel, Moran était occupé à faire anéantir toute son équipe le jour de la Saint-Valentin parce qu'il ne voulait pas s'entendre avec les autres. 14. On pourrait penser que les gangsters détestaient les avocats, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils détestaient simplement être pris. Utiliser le système juridique, cependant, c'était un passe-temps. Un type a même poursuivi un journal en justice parce qu'il l'avait traité de potelé. Pas de tueur, pas de dangereux, potelé. Et il a gagné. Un autre a traîné un gang rival devant les tribunaux parce qu'ils avaient copié sa méthode d'extorsion. Imaginez deux types en costume à $3000 se disputant devant un juge pour savoir qui avait inventé de menacer les gens avec une batte de baseball. C'était comme une rencontre entre Shark Tank et Judge Judy, avec beaucoup plus de rayures. Ils entraient au tribunal en agissant comme s'ils étaient des PDG de Fortune 500. Votre honneur, mon client est profondément offensé que son alcool de contrebande ait été qualifié de vinasse. C'est artisanal. Et le meilleur dans tout ça? Certains juges les prenaient réellement au sérieux. Le système juridique américain accepte désormais les drames mafieux depuis 1920. 15. La mitraillette Thompson n'était pas qu'une arme. C'était essentiellement la version gangster d'un sac à main de créateur. Bruyante, tape à l'œil, hors de prix et complètement impraticable. Ces types les portaient non pas parce qu'ils en avaient le besoin, mais parce qu'ils le pouvaient. C'était moins « je suis là pour tirer » et plus « regardez comme ce truc est brillant ». Certains avaient des boiseries personnalisées.
L'un avait des incrustations de nacre, un autre avait une petite breloque dorée accrochée au canon, comme si c'était une arme. Mais fashion. Et soyons honnêtes, il ne pouvait même pas viser correctement avec ces choses. La moitié du temps, il touchait plus de voitures garées que d'ennemis. Mais rien de tout cela n'importait. Au moment où vous sortiez une mitraillette Thompson, le message était clair. Je suis riche, je suis dangereux, et je n'ai absolument aucun égard pour la subtilité ou la perte d'audition. 16. Au milieu de toute la violence, la paranoïa et le chaos, certains des mafieux les plus endurcis avaient une habitude étonnamment douce et étrange. Ils étaient obsédés par l'élevage et la course de pigeons. Sérieusement. Des psychopathes de premier ordre comme Lucky, Luciano et Mike, The Boss. Teddy passait des heures sur les toits de leurs bâtiments, à prendre soin de leurs oiseaux, à leur roucouler et à les inscrire à des courses. Pour des hommes dont la vie était définie par un stress constant et la menace omniprésente d'une balle dans la nuque, ce passe-temps était une évasion étrange et tranquille. Les mêmes mains qui signaient des condamnations à mort tenaient délicatement un pigeon. C'est une image bizarre, qui vous rappelle que même les criminels les plus endurcis ne sont que des humains étranges et compliqués. Des humains avec beaucoup de graines pour oiseaux. 17. La paranoïa d'un gangster de haut niveau était légendaire, et il ne s'agissait pas seulement de balles. Elle s'étendait jusqu'à la table du dîner. Les patrons les plus puissants, comme Frank Costello, ont développé l'habitude vraiment bizarre d'employer un goûteur personnel. Laissez cela vous imprégner. Ce n'est pas un roi médiéval s'inquiétant d'être empoisonné par un monarque rival. C'est un type de Brooklyn qui a fait fortune en vendant de l'alcool illégal, terrifié à l'idée que ses spaghettis puissent être son dernier repas. Avant que le patron ne prenne une seule bouchée de son steak ou une gorgée de son vin, un pauvre type devait d'abord le goûter pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné à l'arsenic. C'est le signe ultime que vous avez atteint le sommet. Vous êtes si important que quelqu'un d'autre doit risquer une diarrhée explosive, ou la mort, juste pour que vous puissiez profiter de votre dîner en paix. La confiance était une denrée qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre, surtout quand il s'agissait de raviolis. 18. L'apparence était primordiale, et le costume d'un gangster était son uniforme. Mais ces gars sont allés plus loin avec une habitude qui mêlait la mode au crime. Ils employaient des tailleurs personnels à domicile. Ces artisans qualifiés n'étaient pas seulement là pour les rendre élégants pour une soirée à l'opéra. Leur travail principal, et bien plus important, consistait à adapter sur mesure leurs costumes coûteux avec des compartiments cachés, des poches renforcées pour les pistolets lourds et des étuis spécialement conçus qui ne gâcheraient pas la ligne élégante d'une veste. Votre tailleur ne vous faisait pas seulement paraître bien. Il était un élément essentiel de votre sécurité opérationnelle. C'est de la mode avec un bilan macabre. Le but était d'avoir l'air assez soigné pour faire la couverture d'un magazine, tout en étant prêt à tirer sur quelqu'un à tout moment sans froisser son revers. 19. On pourrait penser que le coup de force ultime est un assassinat réussi, mais on aurait tort. La vraie démonstration de puissance était de transformer des funérailles en un événement de relations publiques à part entière. Lorsqu'un grand gangster mourrait, soit d'une balle rivale, soit d'un cannoli avarié, il devenait coutumier d'organiser les funérailles les plus extravagantes et les plus grandioses imaginables. Nous parlons de cercueils en or coûtant plus qu'une maison, de cortèges funèbres s'étendant sur des kilomètres, et de tellement de compositions florales que toute l'église sentait comme une explosion d'usines de parfums. C'était comme des funérailles nationales pour un homme qui avait probablement donné ses ennemis à manger aux cochons. Il ne s'agissait pas seulement de deuil, c'était une démonstration de pouvoir finale et provocante. C'était un spectacle conçu pour rappeler à la ville, à la police et à leurs rivaux à quel point ils étaient importants, même dans la mort. 20. Parlons de la chevalière, le bijou le plus ostentatoire de l'histoire des gangsters. Ce n'était pas qu'une simple bague, c'était une personnalité, un style de vie, une petite annonce brillante qui disait « Oui, je commets des crimes, mais j'ai aussi du style ». Certaines d'entre elles étaient si grosses qu'elles pouvaient refléter la lumière du soleil sur des avions en passant. Un homme avait un diamant si lourd qu'il faisait légèrement pencher sa main quand il parlait. Un autre y avait fait graver des initiales, pas les siennes mais celles de son chien.
Et malheur à celui qui serrait accidentellement la main d'un mafieux trop fort et abîmait le poli. La chevalière était sacrée. C'était aussi un objet étonnamment polyvalent. Besoin d'intimider quelqu'un? Tapez-la bruyamment sur une table. Besoin de remuer votre expresso? Devinez ce qui va dans la tasse. C'était de la mode. C'était de la fonction. C'était le bling-bling criminel à son apogée. 21. Que faites-vous quand la loi vous talonne et que votre visage est sur toutes les affiches recherchées du pays? Si vous êtes un gangster, vous prenez l'habitude d'essayer de modifier votre apparence avec des résultats souvent désastreux et effroyables. Le célèbre braqueur de banque John Dillinger, un contemporain des mafieux, a poussé cela à l'extrême. Il a payé un médecin de ruelle pour lui faire de la chirurgie plastique sur le visage et a même essayé de brûler ses empreintes digitales à l'acide. Ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé avec une douleur atroce, un visage légèrement modifié et bosselé, et des empreintes digitales toujours parfaitement identifiables. D'autres fugitifs tentaient des déguisements maladroits comme des perruques bon marché et de fausses moustaches, ce qui les rendait encore plus suspects. C'était une tentative désespérée et vaine de devenir invisible qui les faisait généralement ressembler à un mauvais acteur dans une pièce de théâtre scolaire. 22. Dans la mafia, recevoir un cadeau du boss n'était pas toujours une bonne chose. En fait, recevoir une voiture flambant neuve d'un type comme Al Capone était une habitude qui s'accompagnait souvent d'un sous-entendu terrifiant. Ce n'était pas un bonus généreux. C'était un coup de semonce déguisé en cadeau. Un cadeau d'Al pouvait signifier plusieurs choses, et aucune n'était bonne. Cela pouvait signifier que vous lui apparteniez désormais, un morceau de sa propriété, marchand et parlant. Cela pouvait signifier que vous étiez marqué, la voiture agissant comme un dispositif de repérage pour ses tueurs à gages. Ou, dans le pire des cas, cela signifiait que la voiture était piégée pour exploser au moment où vous tourniez le contact. On peut imaginer le faux sourire du destinataire. « Oh, Al, vous n'auriez pas dû. Vraiment, je crois que je vais marcher. » 23. Les mafieux ne faisaient pas confiance aux banques. Pas du tout. Placer leur argent illégalement gagné dans une institution financière légitime était considéré comme de la pure folie. Cela a conduit à l'habitude quotidienne de transporter en permanence des sommes d'argent obscènes sur eux. Ils avaient d'énormes liasses de billets, parfois des milliers de dollars, pliés selon ce qu'on appelait une liasse Michigan. Un gros billet comme un billet de 100 à l'extérieur pour le spectacle, avec de plus petits cachets à l'intérieur. Tout était question d'image. La riche couche extérieure criait « richesse et pouvoir », tandis que les billets intérieurs pratiques servaient réellement à acheter des choses. C'était un croissant criminel, feuilleté et impressionnant à l'extérieur, mais avec une garniture moins chère. Cela montrait que vous étiez liquide, puissant et opérant complètement en dehors du système. 24. Certains gangsters n'avaient en Dieu que pour le pouvoir, d'autres pour la pâtisserie. Un chef de la prohibition tristement célèbre avait une habitude si bizarre qu'elle mériterait sa propre sitcom. Il était complètement obsédé par les cannolis. Pas seulement les manger, les classer, les critiquer, organiser de véritables concours de cannolis avec son équipe, comme si c'était le Great British Bake Off, mais avec plus de gel dans les cheveux et moins de voyelles dans leurs mots. Il débarquait dans les pâtisseries en costume 3 pièces, commandait un cannoli, prenait une bouchée dramatique, puis disait « Eh, trop de ricotta, j'ai mangé de meilleur à Jersey. » Et tout le monde autour de lui hochait la tête comme s'il venait de citer Shakespeare. La rumeur veut qu'il ait un jour largué une petite amie simplement parce qu'elle préférait les choux à la crème. Imaginez bâtir un empire criminel, pour ensuite tout risquer à cause de préférences en matière de pâtisserie. Mais bon, les priorités. Vous vous en prenez à la famille? Peut-être aurez-vous un sursis? Mais dites que le cannoli est juste correct? Oubliez ça. 25. On pourrait penser que la première règle pour un criminel qui réussit est de rester anonyme, mais on aurait tort. La première règle, selon les gangsters paranoïaques, était un plan de table. Ils avaient une habitude rigide et non négociable que chaque propriétaire de restaurant à Chicago et New York connaissait par cœur. Ne jamais, au grand jamais, s'asseoir le dos à la porte. Chaque mafieux qui se respecte avait sa place. C'était toujours une table de coin, avec une vue dégagée sur l'entrée principale
et le dos fermement appuyé contre un mur solide. De cette façon, on pouvait voir toute menace potentielle, qu'il s'agisse de gangs rivaux ou de la police, arriver de loin, et personne ne pouvait vous prendre par surprise. Chaque repas, d'une simple assiette de pâtes à un somptueux dîner de steak, était une opération tactique. Si vous étiez un hôte et tentiez de placer un gangster ailleurs, félicitations. Vous venez probablement de devenir le nouveau propriétaire d'un restaurant très hanté. 26. Sous l'extérieur meurtrier et de sang-froid de certains des criminels les plus endurcis du monde, se cachait un point faible surprenant. Ils étaient obsédés par leurs animaux de compagnie. Ils avaient l'habitude de choyer leurs animaux avec une affection franchement troublante lorsqu'on la comparait à la façon dont ils traitaient les êtres humains. Al Capone aimait de manière célèbre son chien, un Terre-Neuve nommé Duke. D'autres gangsters gardaient un fou des chats, des oiseaux et parfois même des animaux plus exotiques, les traitant comme de petits rois à fourrure. Ces animaux mangeaient souvent mieux que la plupart des subordonnés humains du gangster, dégustant des dîners de steak tandis que le gars en poste de guet recevait un sandwich froid. C'est une contradiction bizarre et profondément humanisante. Un homme qui n'hésiterait pas à ordonner un meurtre rentrait ensuite chez lui et passait 1 heure à câliner son chiot. 27. L'une des habitudes les plus ironiques des gangsters de l'ère de la Prohibition était leur engagement à vendre la pire liqueur imaginable. C'étaient les gars qui ont combattu et sont morts pour le droit de vendre de l'alcool illégal, se positionnant comme des héros de la liberté personnelle. Mais quand ils ont finalement mis la main sur l'approvisionnement, qu'ont-ils vendu? Une vilaine piquette coupée à l'eau, souvent mélangée à de l'alcool industriel, du diluant à peinture et d'autres charmants ingrédients pour étirer l'approvisionnement. Les gens devenaient littéralement aveugles ou mouraient en buvant cette saleté. Ainsi, pendant qu'ils portaient un teint toast à la fin de l'ingérence gouvernementale, leurs clients étaient occupés à subir des empoisonnements chimiques. Ce n'était pas seulement un crime, c'était une expérience de guerre chimique à faire soi-même, avec l'ensemble du public buveur comme cobaye. 28. Dans le monde des gangsters, rien n'était jamais ce qu'il semblait être. Quand ils disaient que vous obteniez une promotion, cela pouvait signifier n'importe quoi, de la prise en charge d'un racket d'1 million de dollars à la direction soudaine d'une poissonnerie dans une ville sans océan. Un pauvre homme a été envoyé pour superviser les opérations dans le Dakota du Nord. Il n'y avait aucune opération, juste des vaches. Et de la neige, beaucoup de neige. Ils lui ont donné un faux bureau, une fausse secrétaire et un téléphone qui ne sonnait jamais. C'était comme un programme de protection des témoins avec de meilleurs costumes. Tout le monde dans le quartier pensait qu'il était une sorte d'inspecteur en viande. Pendant ce temps, il était assis là tous les jours, coiffé d'un fedora, buvant son expresso et attendant des ordres qui ne viendraient jamais. C'était la manière de la mafia de dire « Nous ne vous faisons plus confiance, mais nous sommes aussi trop polis pour vous liquider aujourd'hui. Profitez de votre nouvelle vie en tant que chuchoteur de bœufs. » 29. Voici une habitude qui prouve que même les cerveaux criminels peuvent être des idiots. Beaucoup de gangsters en fuite développaient une obsession soudaine de changer d'identité, non pas par des cachettes astucieuses, mais par pure audace. Ils obtenaient de faux passeports et des documents avec les pseudonymes les plus ridicules imaginables. Parfois, ils ne prenaient même pas la peine de changer leur prénom, juste leur nom de famille. C'est comme Al Capone, essayant de se faire passer pour Al Smith. D'autres fois, ils adoptaient un personnage si comiquement hors de propos que cela attirait davantage l'attention sur eux. Imaginez un exécuteur de 6 pieds 4, au visage balafré, essayant de convaincre les gens qu'il est un professeur de poésie itinérant. C'était un niveau d'excès de confiance et de mauvaise planification qui menait souvent directement à leur capture. 30. Revenons au code du silence, l'omerta. Car c'était plus qu'une simple règle, c'était une habitude quotidienne paranoïaque et dévorante qui régissait chaque interaction. Vous n'évitiez pas seulement de parler aux flics, vous évitiez de parler affaires avec qui que ce soit à tout jamais. Même mentionner un crime à votre propre femme dans votre propre cuisine pouvait vous valoir une retraite rapide et définitive. Cette culture du silence absolu était imposée par des conséquences brutales et sanglantes, créant un monde où chacun surveillait constamment ce qu'il disait, à qui il parlait et même ce qu'il regardait.
C'était un état de paranoïa perpétuel et ritualisé. La première règle du Mob Club était « Vous ne parlez pas du Mob Club ». La deuxième règle était « Si vous enfreignez la première règle, vous cesserez d'exister ». 31. Les gangsters étaient en des durs à cuire, c'est sûr. Mais aussi, de véritables reines du drame. L'une de leurs habitudes les plus étranges était d'organiser des fêtes pour des raisons totalement inventées. Pas des anniversaires, pas des mariages. On parle de célébrations comme 3 mois depuis que Jimmy est sorti de prison ou le nouveau cigare de salle sans moins les ordures maintenant. Ils louaient tout un restaurant, engageaient un groupe de jazz et portaient des toasts, comme « À Frankie !» pour ne pas s'être fait arrêter cette semaine. S'ensuivait une ovation debout. Ils avaient même des gâteaux à thème. L'un d'eux, célèbre, était un cheesecake avec une mitraillette Tommy peinte à la main, entièrement faite en pâte de sucre. Il y a quelque chose d'étonnant à voir, une pièce pleine de gars en costume rayé s'émouvoir devant des cannolis et de faux anniversaires. C'est comme les Sopranos rencontrant une fête d'anniversaire pour enfants, sauf que tout le monde est armé et légèrement éméché. Qui a besoin de raison quand on a de l'alcool et des animaux en ballon? 32. Parfois, les gangsters se prenaient tellement au jeu de l'homme d'affaires qu'ils oubliaient qu'ils étaient en fait des criminels. Une bande a ouvert un cabinet de conseil et a commencé à facturer des conseils à d'autres criminels. De vrais conseils, comme des séminaires. Imaginez ceci, une pièce enfumée, 10 gars aux cheveux gominés et aux chevalières, et un tableau de conférence qui dit « Étape 1, ne vous faites pas attraper ». Ils avaient même des cartes de visite. Vito Mancini, solveur de problèmes stratégiques. Leurs clients? D'autres mafieux qui payaient des milliers pour se faire dire « Changez votre plaque d'immatriculation et peut-être ne tirez pas sur les gens devant un flic ». C'était comme un TED Talk avec plus de tabagisme à la chaîne et moins de PowerPoint. Un gars a essayé de breveter sa technique d'enlèvement. Un autre offrait un programme de fidélité. La 5e extorsion est offerte. Honnêtement, ce n'était pas du crime organisé, c'était du conseil désorganisé. 33. Et enfin, reparlons des cartes de visite. La carte de marchand de meubles d'occasion de Capone était un classique, mais c'était une habitude très répandue. D'autres gangsters avaient des cartes les présentant comme vendeurs, spécialistes import-export, ou mon préféré, marchand d'art. Ces types, qui ne feraient pas la différence entre un Picasso et une pizza, distribuaient des cartes affirmant qu'ils étaient des connaisseurs d'art. C'était le symbole ultime de leur monde illusoire. Ils se voyaient, non pas comme des voyous, mais comme des hommes d'affaires légitimes et sophistiqués qui réglaient leurs différends commerciaux avec une mitraillette Tommy. C'était une fantaisie totale, mais c'était une fantaisie à laquelle ils s'engagèrent de tout leur être. Alors, voilà. Derrière les fedoras et les fusillades, se cachèrent des hommes profondément superstitieux, paranoïaques et souvent ridiculement mesquins. Leur vie était un mélange bizarre de violence extrême et d'étrangeté encore plus extrême. Maintenant, je dois vous demander, laquelle de ces habitudes vous choque le plus par son absurdité? Et quel PDG ou célébrité d'aujourd'hui, selon vous, a secrètement des habitudes de gangster de l'époque de la Prohibition? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de plongées dans les recoins les plus étranges de l'histoire.